ensemble, on va essayer de travailler sur des projets concrets. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'un gouvernement pourrait faire? En disant aux gens, à tous ceux qui nous entourent, oui, c'est possible, regardez ce qu'on a fait au chantier d'espoir. Nous, c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Et le but, c'est d'essayer de créer un effet boule de neige sur 2 étapes. D'abord, en entraînant des gens, en entraînant nos proches, là on est beaucoup. Si à la prochaine réunion, on peut amener 1 ou 2 amis, 1 ou 2 potes, des proches, bah ça fait déjà un effet boule de neige. Et cet effet boule de neige, il sera aussi possible parce qu'on va travailler sur des projets concrets et qu'on va se rendre, en tout cas c'est notre vocation, incontournable sur des sujets qui traitent à l'alternative qui est nécessaire dans ce pays. Cette alternative, et pour qu'elle devienne incontournable, on a besoin de la construire avec tout le monde. On est tous là ici, on vient de milieux différents, on a des cultures différentes, différentes manières de s'engager. Certains sont engagés en politique, de manière différente et dans des appareils différents. Certains sont des associatifs, certains des citoyens qui ne sont encore jamais engagés mais qui ont envie de le faire aujourd'hui pour reconstruire cet espoir, ces chantiers d'espoir. On vient ici chacun avec nos cultures différentes, mais l'enjeu qu'on a ensemble, c'est de construire une culture commune pour ce projet alternatif politique qui soit en valeur, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais notre horizon il est plus lointain, il est peut-être 2018, peut-être 2020, mais en tout cas c'est pour le construire ensemble. Et cette culture commune, on l'a construit en échangeant de manière participative, chacun avec sa voix, chacun avec une voix. Et aujourd'hui on est un bel exemple avec cette nouvelle manière de faire de la politique qu'on essaye d'impulser. Et donc voilà, on y va. La parole, je vais réagir directement sur ce qu'a dit le camarade dans sa présentation. Il a employé le mot des valeurs de progrès. Moi, je me demande ce que c'est que le progrès. Est-ce que le progrès, c'est les OGM? Est-ce que c'est la flexibilité dans le travail? Est-ce que c'est le nucléaire? Donc, ce qu'il faut que nous fassions, puisque nous sommes des organisations d'une grande diversité, c'est que nous commencions par définir le contenu du progrès, de ce que c'est d'être moderne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot valise dans lequel on met tout et n'importe quoi. Et notamment, ce sur quoi nous progresserions collectivement si nous arrivions à en définir le contenu, c'est le lien entre emploi et croissance. Vous savez que dans 30 ans, il n'y aura plus de croissance, qu'aujourd'hui, un des problèmes sociaux les plus fondamentaux, c'est l'absence d'emploi, en tout cas d'activité rémunératrice pour une immense majorité des gens, et que si l'on ne parvient pas ici, entre nous, dans la diversité de nos origines politiques, à dire comment est-ce que l'on crée de l'activité, qu'on lui donne un sens dans une société dans laquelle il n'y aura plus de croissance, eh bien, nous n'aurons pas été à la hauteur des attentes que suscite ce rassemblement. Donc pour moi, ce que je mets dans le débat, faire ce lien entre emploi et décroissance, même si le terme n'est pas forcément juste, en tout cas le lien emploi-croissance doit être pensé, retrouvé dans une autre perspective du progrès qui soit celle qu'on nous sert sempiternellement, c'est-à-dire le progrès technologique qui est censé sauver l'humanité de ses misères. Voilà ce que je souhaite, moi, qu'il soit mis en débat au cours de ces chantiers d'espoir. Alors, étant d'Evry, la bonne ville de Manuel Valls, je me suis acheté le bouquin de Manuel Valls qui s'intitulait « Pour en finir avec le vieux socialisme pour une nouvelle gauche ». Alors, c'était pour m'intégrer un peu dans c'est pour m'intégrer dans tout ce qui a été dit un peu. Non, ça ira. C'est pour m'intégrer un peu dans tout ce qui a été dit auparavant. On a parlé notamment de la désillusion des gens par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc dans son bouquin, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il dit de la gauche? Quelles sont les valeurs défendues par la gauche? Eh bien, il dit clairement que la gauche ne défend pas de valeurs. La gauche ne fait que se définir par rapport à la droite. Il suffit qu'elle soit un peu à gauche de la droite, et puis c'est tout. Et donc, reprendre les termes de progrès, comme il vient d'être dit, c'est notre rôle pour remettre en avant les idées de gauche. Et je voudrais ajouter aussi que par rapport à nos concitoyens, il faudrait que nous portions des propositions qui soient fortes. Je veux dire par là, par exemple, une proposition forte, ça serait par exemple de dire comme ça, et de faire une campagne là, comme on a parlé du chômage, un vrai emploi pour tous, c'est possible. Hein? Voilà, ça, il me semble que ça serait un thème de campagne fort, et d'avoir quelques points comme ça qui soient forts, qui puissent porter par rapport à nos concitoyens. Membre de Senza Paris et d'ensemble.
Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, pour apporter une humble contribution, c'est que d'abord, partager avec vous la joie, l'énorme joie et sentiment de dignité que nous avons pu obtenir tout récemment suite aux élections du 25 janvier en Grèce. Partager avec vous l'émotion que j'ai, parce que c'est la première fois qu'on voit un gouvernement de gauche radicale dans mon pays. Et c'est en quelque sorte donner raison à des luttes, à des sacrifices de générations entières. Je voulais vous dire aussi que c'est un moment crucial, que rien n'est gagné, que le gouvernement d'Alexis Tsipras a vraiment besoin de soutien aujourd'hui. Vous avez vu les attaques déjà reçues dans l'espace d'une dizaine de jours. Et nous sommes convaincus, bon, moi j'ai deux pays, donc la Grèce et la France, et je suis convaincue que c'est en faisant les liens, c'est en étant solidaire, en essayant les mouvements sociaux, aussi bien en Grèce qu'en France, qui doivent guider le gouvernement, qui doivent guider les partis politiques, doivent vraiment rester en contact, échanger au maximum, parce que la lutte est dure, c'est pas du tout gagné, malgré notre grand enthousiasme et ce grand élan pour dire stop enfin à des politiques inhumaines qui ont mis à genoux tout un peuple et qui sont en train de le faire aussi en France. J'ai l'impression parfois de voir le même film quand on voit ce qui se passe pour les hôpitaux, ce qui se passe pour la casse du domaine public. Et une dernière prière. Nous, en Grèce, on a arrêté depuis les années 90 à appeler le Parti socialiste grec de gauche. Je pense, mon humble avis, c'est si on faisait quelque chose au niveau de la terminologie pour éclaircir les idées, arrêter de semer la confusion que les gens aillent voter pour le Front National, il faudrait enfin définir, avant de commencer ce chantier, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot gauche. Voilà, c'est tout, je vous remercie. Je pourrais me présenter comme ancien militant des Verts ou comme actuel militant d'Ensemble. Et là, je me présenterai comme se réclamant du christianisme social. Il y en a un certain nombre à avoir signé l'appel se réclamant du christianisme social. Pour les plus anciens, ça rappellera l'appellation chrétien de gauche. Et mon espérance, justement, c'est que les chantiers d'espoir soient des chantiers d'espérance et pas d'espoir. Qu'est-ce que je veux dire? Certains connaissent un auteur qui s'appelle Jacques Ellul, qui est à la fois un des théoriciens, un des fondateurs de l'écologie politique, et puis un théologien protestant. Et voilà la différence qu'il fait entre espoir et espérance, issue de son expérience pendant la résistance. Il dit, l'espoir, c'est que, on s'est dit qu'il valait mieux ne pas aller dans le maquis parce que c'était un peu fou, et qu'on pouvait rester chez soi. Et puis en se disant que chez soi, non, la police peut-être ne viendrait pas. Et puis un jour, on frappe à la porte et on se dit, on a l'espoir que ce ne soit pas la police. Et donc on ne saute pas par la fenêtre pour s'échapper. Et puis on ouvre la porte et c'est la police. Et donc là, il y a encore deux solutions. On part avec la police en se disant qu'on pourrait s'échapper sur le chemin, ou alors on tente un geste fou à nouveau qui est toujours de sauter par la fenêtre. Et de petits espoirs en petits espoirs comme ça, Jacques Ellul dit qu'on finit au peloton d'exécution ou en concentration. Voilà, une image très positive pour commencer. Toujours est-il que ce que ça dit, ce que dit Ellul, c'est qu'on peut se faire enfermer de petits espoirs en petits espoirs. Petits espoirs que telle organisation se transforme, que le PS revienne à gauche, que ceci, que cela. Ou on peut faire le choix de l'espérance, c'est-à-dire qu'on prend des risques, on imagine, on sort des cadres, on prend des méthodes qui ne sont pas les méthodes habituelles. Donc, mon espérance pour les chantiers d'espoir, c'est qu'on sache déplacer les lignes, qu'on sache se poser des questions qu'on n'ose pas se poser, des questions hérétiques, qu'on ose se poser, inventer des méthodes, vous avez plutôt bien commencé, qui ne sont pas les méthodes habituelles, pour essayer d'inventer vraiment du neuf, et pas juste des choses qu'on sait déjà faire et qui jusque-là nous ont fait tourner en rond. Donc voilà, mon espoir, c'est que nous allions vers l'espérance. Merci. Alors, sur 3 points très rapidement. Premier point pour rebondir sur ce qu'a dit la camarade grecque, c'est-à-dire qu'on peut ici, avec les chantiers d'espoir, espérer construire une alternative, mais si l'espoir qui est né en Grèce s'effondre, tout le monde voit bien que notre propre espoir s'effondrera aussi. Donc il y a un enjeu qui est un enjeu tout à fait actuel, qui va se jouer dans les 2 mois qui viennent,
pour vraiment soutenir le gouvernement grec et le peuple grec. Et je pense que ça devrait être la priorité aujourd'hui de tout le monde dans les semaines qui viennent. Deuxième point, quand on veut construire une alternative, il faut regarder l'état de la société française. Or, l'état de la société française, il n'est pas bon. Certes, les manifestations du 11 janvier nous ont fait éviter le pire, c'est-à-dire qu'il y a une vague d'islamophobie qui déferle sur la France, mais en même temps, tout le monde d'abord n'était pas dans la rue, il y a toute une partie de la population qui est humiliée, discriminée, qui ne s'est pas reconnue dans ces manifestations, et depuis, les actes islamophobes se multiplient, et on sait qu'il y a une remontée de l'antisémitisme. Donc, s'attaquer à cette fracture de la société française, c'est une question tout à fait décisive si on veut commencer à construire une alternative dans ce pays. Troisième point, sur ce qu'a dit Jacques, sur la question de la croissance. Bon, je pense qu'il y a des choses qui doivent évidemment décroître. Il y a toute une série de productions totalement inutiles qui doivent décroître, mais il y a aussi des choses qui doivent croître. Bon, les services publics en France, ils doivent croître, et pas seulement en France. Bon, sur la question de la santé, sur toute une série d'infrastructures tout à fait nécessaires, tout ça, ça doit croître. Qu'est-ce qui, in fine, du point de vue du PIB, de la croissance monétaire, est-ce qu'il y aura ou pas une croissance du PIB de point de vue monétaire? Tout ça, personne aujourd'hui peut le dire. Donc le débat autour, est-ce qu'il n'y aura pas de croissance ou de la croissance, me semble de ce point de vue-là un débat relativement vain. Ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur quoi, qu'est-ce qu'il faut faire décroître comme production dans le pays, qu'est-ce qu'il faut faire croître comme production dans ce pays, et ensuite, derrière ça, comment on crée des emplois, qui soient des emplois non seulement précaires, mais des emplois durables et de qualité. Des grands faits. Moi aussi, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que depuis 1790... Plus fort. Je pense que depuis 1790, c'est là où l'humanité commence. Bon, de temps en temps, il y a des petits progrès, on va dire que... On ne faut peut-être pas trop se faire d'illusions. Moi, je pense que si on cause beaucoup, si on se réunit beaucoup, si on pense beaucoup, c'est aussi parce qu'on ne devrait pas trop se prendre des risques au niveau local, vis-à-vis des décideurs. Essayer d'aller la liberté, l'égalité, la fraternité, entre autres l'égalité des revenus, essayer avec nos édiles locaux, plutôt que de faire des tas de choses souvent inutiles, en tout cas secondaires, aller vers une certaine plus d'égalisation des revenus. Et là, évidemment, ça demande plus d'engagement que de se réunir comme ça, sympathiquement, et de faire encore une fois des grands programmes et de voter pour des primaires, pour avoir un grand chef qui sera pas le grand chef de la République, on le sait bien, hein, parmi nous. Et puis voilà, donc voilà, je pose cette question, pourquoi on n'est pas capable d'agir et vis-à-vis de Fermine et vis-à-vis de nos édiles locaux, plutôt, pour aller vers une certaine égalisation des revenus, une certaine autonomisation des ménages, et aussi vis-à-vis des commerçants, pour ne pas oublier l'international, pour aller vers des entreprises qui font du commerce avec des régimes oppresseurs. Merci. Je vais commencer très rapidement par saluer les camarades qui se sont investis pour organiser cette journée. Et je suis très heureuse de voir d'avoir une tribune rajeunie par rapport à certains cadres qu'on a l'habitude de fréquenter, et aussi une méthode d'organisation de la journée qui est différente. Et je pense que c'est l'objet très important de ces chantiers d'espoir. D'abord, l'enjeu, c'est de sortir de la résignation dans laquelle se trouve un certain nombre de personnes aujourd'hui. On est dans une situation politique et sociale difficile, très difficile, avec un Front National qui mord, avec une gauche de la gauche atomisée, et avec un mouvement social qui a du mal à percer. Et donc face à ça, évidemment, la désespérance, la résignation, l'impression que tout va aller de mal en pis, qu'on va tous se prendre les pieds, l'obsession aussi de l'échéance de 2017 qui, à mon avis, prend trop de place. Il faut qu'on batte en brèche tout ça et qu'on réussisse, à partir de ce point d'appui, et à ce jour on n'en connaît pas 250 000, d'arriver à fédérer, et à fédérer d'abord dans la société, dans le peuple, sur les territoires, en essayant de trouver des formes inédites qui permettent ensemble d'inventer. Je crois que c'est l'objectif de cette chantier d'espoir, c'est de sortir des façons qu'on a eu jusqu'ici de faire et qui visiblement n'ont pas permis d'arriver là où on voulait arriver.
Donc je veux insister dans les 3 minutes qui sont les miennes sur l'obligation que nous avons à la fois de chercher, de nous tourner vers la société et de trouver des formes et des contenus qui peuvent redonner goût à l'engagement dans nos sphères politiques au sens large. Et c'est à partir de là qu'on arrivera à créer de la dynamique et à partir de cette dynamique, peut-être de renverser ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Et de ce point de vue, Syriza, même si c'est fragile, et je partage ce qu'a dit Pierre, est compliqué, Syriza et Podemos, on voit que dans les sociétés en tension dans lesquelles nous sommes, le champ des possibles peut s'ouvrir très rapidement. Mais encore faut-il trouver les moyens de mettre en mouvement tout cela. Et je veux dire sur les termes de nos débats, essayons, puisque ça va être un des enjeux, de faire un pas de côté. On est contre l'austérité, mais en même temps, ce qu'attendent beaucoup de gens dans notre pays, c'est le scénario précis contre le chômage. On dit qu'on est contre les inégalités territoriales. Est-ce qu'on est capable de positiver, de dire par exemple qu'on est pour le droit à la ville? On pose la question de la transition écologique, et je trouve qu'on a, même en partage, beaucoup de points d'appui très concrets. Mais ce qu'on n'arrive pas bien à faire, c'est à rendre l'écologie populaire. Donc il faut aller dans le dur, c'est-à-dire là où ça coince, et pas ressasser la façon dont on a dans les mots, dans les questionnements, essayer de se faire un petit peu violence pour arriver, bon voilà. Et ça passe par les formes qui sont des formes inédites, c'est-à-dire pas faire des réunions décentralisées telles que nous les souhaitons, dans les formes habituelles qui n'intéressent que ceux qui ont l'habitude de nos réunions. Donc c'est sortir de l'entre-soi, ça signifie être capable d'avoir des méthodes de fabrication de la politique qui soient elles-mêmes décalées par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. En tout cas, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à ces chantiers. Je suis très heureuse que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde déjà aujourd'hui et que dans un contexte pas simple, on peut cheminer et faire quelque chose qui donne tout simplement goût à la politique et goût à la gauche, dont il faudra effectivement ressourcer, c'est-à-dire redonner du contenu à ce terme qui malheureusement on a perdu et le gouvernement n'y est pas pour nous. Merci. D'abord, on a essayé des rassemblements divers et variés depuis 13 ans. On en a essayé quelques-uns. Ces rassemblements, ils se heurtaient à la doxa bourdieusienne de la séparation du social et du politique, qui, me semble-t-il, est élément qui est en train de chuter, de tomber, quand on voit les signataires de cet appel, et c'est une bonne chose. Peut-être que le moment politique est venu, en tous les cas de manière européenne, il est là. On est dans une démocratie délégataire qui a fini par devenir complètement dépossessive et a ôté tout pouvoir d'agir aux individus. Nos formes politiques, on est tous presque ici dans des formes politiques actuelles, sont du coup devenues totalement obsolètes et totalement inopérantes et inaudibles pour les uns les autres. Donc la première chose, c'est de ne pas faire un millefeuille politique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui serait, comme à chaque fois, une addition de voix qui finit par être négative. On finit à un potentiel 17% des voix, on en a 8. On ne comprend pas pourquoi, on n'a jamais compris parce qu'il n'y a pas de mouvement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est si on ne retourne pas concrètement dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, rechercher les gens un par un, rechercher les utopies concrètes, les alternatives concrètes qui sont en train de se monter partout, qui sont les modélisations démocratiques et sociales de demain. Si ce n'est pas de ça qu'on s'inspire, alors on retombera dans nos travers d'addition et de millefeuilles de formation politique, sociale et syndicale. Ça, c'est une base qui me paraît fondamentale. Pour terminer, je dirais qu'il faut se déplacer hors du champ politique. La réussite de Podemos, de Syriza et du Front National en France, c'est de se déplacer du champ politique. C'est de dire l'ensemble du champ politique est inopérant. Et nous proposons un modèle de société possible. Il se trouve que pour nous, pour l'instant, c'est du mauvais côté de la force que ça se passe. Et je terminerai en disant, essayons, nous, beaucoup d'entre nous, Clémentine, qui est très sympathique, dit il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Non, je parlais de la tribune. Non, je dois dire. La tribune. Ah, la tribune. Ah oui, là, il n'y a que des jeunes. Alors, je vais leur parler à eux. Parlez de la tribune. Je termine en disant, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle, et moi le premier, et je dirais que ce qu'il va falloir quand même, c'est qu'on oublie, qu'on se dépasse, c'est-à-dire qu'on oublie ce qu'on a appris, qu'on sache débattre sans aucun tabou sur tous les sujets, parce qu'on a, je pense, tout à réapprendre, et c'est à partir de ça qu'on fera une nouvelle forme politique qui sera adaptée à une société qui vient, une civilisation qui se profile. Je suis Rafik de Paris.
En fait, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu qu'on parle un petit peu de pourquoi on est là. D'abord, il y a deux mots qui reviennent. Il y a les chantiers, il y a l'espoir. S'il y a chantier, c'est qu'il y a du travail qu'il faut qu'on mène ensemble, qu'il y a des idées, qu'il y a de l'innovation qu'il faut qu'on fasse. Et s'il y a de l'espoir, c'est qu'on parle d'un constat politique qui est celui d'un échec. Alors, on a eu des positions différentes en fonction des horizons dont on vient, par rapport au gouvernement actuel, par rapport au Parti Socialiste, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on a tous signé cet appel-là, c'est qu'on partage un constat, qui est celui de l'échec des politiques menées par le gouvernement socialiste, dit socialiste en France, et des différentes mesures qu'il prend. Alors, pour cela, je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on repose les choses de manière humble, de manière modeste, et qu'on élabore collectivement, pour se poser la question de, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les politiques d'austérité sont un échec, que ce soit en France ou ailleurs en Europe? Et qu'est-ce qu'il faut construire de manière alternative? Alors on ne fera pas, et ça j'en suis convaincu, du neuf avec l'ancien. Je pense qu'il faut qu'on révise tous nos logiciels, nos façons de produire les choses, etc. Mais si on est là ensemble aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des choses qu'on partage en commun et qu'on pourrait construire ensemble. Alors maintenant, il ne faut pas non plus être naïf, nous aurons encore des désaccords dans cette élaboration commune. Ceci dit, je propose qu'on travaille concrètement, qu'on se pose la question de ce qui a fonctionné ailleurs, même si ce n'est pas transposable, à savoir Syriza ou Podemos. Et je suis convaincu que les choses ne se passeront pas non plus sans mobilisation sociale et sans mouvement dans la société, sans dynamique. Alors on a des gages à se donner, je termine là-dessus, c'est qu'il faut saisir toutes les étapes, il y a des étapes par étape, il y a le 11 avril à préparer, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se positionne, il y a des questions sociales, sociétales, etc. sur lesquelles nous réunissent, et je propose qu'on marche pas à pas pour arriver à cet objectif. Je suis aussi à Ensemble. Je ne suis pas toute jeune, j'ai une pratique, on a essayé déjà de faire des choses. Moi je voulais dire, là, je suis venue là parce que je suis, malgré mes engagements en recherche, et ça ne va pas en étonner certains, mais de manière urgente. Je crois qu'il y a besoin, moi j'ai besoin d'espoir, dans cette société-là. Enfin, vous voyez, on ne peut pas être chômeuse de longue durée à 54 balais sans se faire un gros souci sur son avenir, qui n'est pas fini, même quand on est militant, même quand on est dirigeante. Et en même temps, moi je vois bien que dans les endroits où je vais, qui ne sont pas n'importe lesquels, on est, Clémentine l'a dit, on est quand même dans un entre-nous qu'il faut absolument dépasser. Et ça veut dire, des copains l'ont dit, mais ça veut dire remettre en cause, y compris nos... Enfin, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la pratique. Il faut que le politique, le sens de l'engagement politique, retrouve le chemin de la pratique et de la rencontre sociale. Il faut qu'on retrouve les populations à travers des mesures concrètes. Il faut passer du temps avec les gens. Pas du temps... nous, on construit notre activité autour des pôles emploi, autour des gens qui sont à la rue, à travers le temps qu'on passe avec eux pour pouvoir retrouver un toit. Je ne crois pas qu'il y a de raccourci dans cette merde-là. On est dans une société tellement discriminante, tellement inégalitaire. J'ai parlé des pauvres, on pourrait parler des très très riches. Ils sont un danger, y compris ils sont un danger pour la planète. Souvent, je parle tellement du social qu'on ne peut pas parler de tout. Mais on maltraite autant la planète qu'on maltraite les hommes et les femmes qui sont dessus. Et on est sur un caillou qui n'est pas inépuisable. Et à court terme, au niveau des ressources, dans quelques années, quand la fin du pétrole va pointer, ça va poser des questions graves à cette société. Quand on voit les murs qu'on est capable de créer déjà pour lutter contre l'immigration, dont on nous rabat les oreilles, moi, depuis toujours, le problème de l'immigration, de ces hommes et des femmes qui crèvent chez eux et qui ne sont pas capables d'y rester. Et qui vont là où on peut manger. Demain, ça va être encore beaucoup plus grave. Donc on voit bien qu'on a des efforts immenses à faire pour l'ailleurs et pour ici, parce que ici, cette société est devenue invivable pour toute une partie de la population. Moi, vous voyez, dans ma cité, j'habite dans une cité encore, c'est comme ça dans la vie. Et j'ai pas, vous voyez, j'ai pas de souci avec ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais dans ma cité, ils sont pas allés majoritairement à la manif. Même dans ma famille. Parce que c'est dur. Et quand c'est ça, ça ne veut pas dire qu'il y avait une quelconque complaisance
avec ce qui s'était passé, les auteurs, quoi que ce soit. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais en même temps, je me tais. Donc moi, je serais pour aussi qu'on réfléchisse concrètement à notre pratique, y compris, je vais vous dire un truc, mais on aurait besoin, sur un certain nombre de quartiers, de soupes populaires. Comment on fait? Comment on les invente? Comment on se met ensemble pour les reconstruire? Voilà, moi, c'est une question concrète. En croissance, questionner le mot espoir pour mettre espérance. Il y a aussi eu des mots qui ont été mis en rapport sur lesquels on sait qu'il y a un débat social et politique, ça a été présenté. Donc moi je trouve que c'est très dynamique, parce qu'on sait qu'on est au début d'un processus. On sait que ce qui nous unit, c'est d'avoir signé un texte, on a dit on ne veut pas de la politique qui est là et on veut construire une alternative. Mais pour construire une alternative, je crois qu'il faut être capable de nommer les choses, de se mettre d'accord sur ce qu'on entend qu'il y a derrière les mots. Et il y en a d'autres, à mon avis, qui sont à interroger. Comme par exemple la question, je ne sais pas si c'est un mot, mais la question de quelle culture sommes-nous, quelle culture voulons-nous? Moi je connais un psychanalyste qui dit il n'y a pas de projet politique s'il n'y a pas un projet culturel. Et je comprends ce qu'il veut dire. La performance, la concurrence, c'est des règles des grandes sociétés qui veulent faire du profit à court terme. Mais on nous impose ça dès le plus jeune âge. C'est dans cette conception-là. Et on nous impose que l'autre, c'est quelqu'un qui va mettre en cause votre identité. Donc il faut bien qu'on se mette d'accord sur ce que l'on porte ensemble, nommer les choses. Et je veux terminer par une chose, s'il faut nommer les choses, il faut qu'on nomme le rassemblement qu'on est. On ne peut pas être le rassemblement de toutes celles et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique d'austérité menée par ce gouvernement, mais malgré tout avec des gens qui, dans les écologistes, dans les socialistes, ne sont pas d'accord, etc. Ça ne nomme pas les choses. Podemos, il a nommé les choses quand il a décidé de s'appeler Podemos. Donc je crois qu'on a besoin de réfléchir à ça. On a par exemple besoin de réfléchir à un mot que certains, en tous les cas, n'utilisent plus, qu'a utilisé Anastasia, radical. Voilà, il y a des gens qui disent radical, non, c'est pas possible que ça. Cette question est tranchée par le fait que dans les médias, partout, aujourd'hui, quand on parle de la victoire de Syriza, on parle de la victoire de la gauche radicale. Il y a quelqu'un qui a interrogé aussi le mot gauche. Donc je crois qu'il faut que notre travail aboutisse à des propositions qui permettent de changer les choses, bien sûr, de montrer que c'est concrètement possible, mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de nommer ce que l'on fait, sinon on n'arrivera pas à rassembler. Il y a Malika qui disait qu'elle cherchait des réponses. Je pense qu'elle n'est pas la seule ici, parce que je pense que ce qui fait un peu le point commun de toutes les personnes qui ont signé le chantier d'espoir, c'est qu'évidemment on essaie de trouver un moyen de sortir de ce merdier international dans lequel on est, politique, social, économique, etc. Je suis pas sûre je suis même sûre qu'en fait on ne trouvera pas la réponse ici aujourd'hui. L'objectif c'est au moins d'essayer de commencer à la construire ensemble. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif des chantiers d'espoir, c'est de se dire que partout en France, autour de nous, et d'ailleurs partout dans le monde, on connaît des gens qui veulent construire une alternative. Il faut qu'à un moment ou à un autre on se mette ensemble autour de la table, au-delà en effet de nos divergences, de nos différences, et qu'on arrive à construire quelque chose ensemble. Francis a raison, il faudra bien qu'on nomme à un moment ça. Pour l'instant, c'est assez flou ce qu'est Chantier d'espoir. Il y a des choses écrites dans le texte assez ambitieuses qui nous rassemblent, qui rassemblent le fait que Chantier d'espoir, ça rassemble à la fois des individus, des mouvements sociaux, des mouvements politiques. Ça, c'est assez inédit en France, dans un objectif politique. Ça, c'est assez inédit. Le fait qu'on refuse les politiques d'austérité, le fait qu'on veuille construire une alternative, le fait qu'on veuille changer radicalement les conditions de travail, les conditions de vie, ça nous rassemble. C'est sûr que ça ne fait pas un programme politique de transformation radicale de la société. Mais c'est quand même une première base pour essayer de se mettre ensemble. Et moi, puisqu'il y en a plusieurs qui ont cité quels étaient leurs espoirs, moi c'est assez clair, mon espoir c'est qu'on reprenne le pouvoir, quoi. C'est que j'ai vraiment le sentiment, même si j'ai mis le bulletin de vote de François Hollande dans l'urne le 6 mai 2012, avec pas beaucoup d'empathie et pas beaucoup d'espoir, j'ai quand même le sentiment malgré tout qu'on m'a volé ma voix. Et que ma voix, qui est quand même en tant que citoyenne le seul truc que j'ai pour essayer de faire changer la donne, eh ben, elle m'a été volée. Et que j'ai voté pour un truc et que c'est quelque chose d'autre qui a été mis en place. Même si je me faisais pas beaucoup d'illusions, je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ça dans la société et que c'est là-dessus aussi qu'il faut réussir à recréer de l'espoir sur le fait que le bulletin de vote, il peut changer radicalement la vie des gens. Et pour ça, ça veut dire faire la preuve par nous-mêmes qu'on est capable de changer la vie des gens, donc en s'inspirant évidemment de ce qui se passe ailleurs, Syriza, Podemos, etc., mais aussi dans nos propres pratiques, à la fois localement, mais même nationalement, dans ce qu'on propose et dans ce qu'on met en œuvre, être capable de changer la donne. Et moi, quand je vois notre assemblée, je suis à la fois hyper enthousiaste, Clémentine a raison, il y a des jeunes, il y a des gens que je ne connais pas, il y a des gens que j'ai jamais vus dans des organisations politiques, syndicales, associatives, c'est super, tant mieux. Et en même temps, on est quand même très nombreux, par exemple, à être de la même couleur.
Et ben moi je me dis là, on a encore quelque chose à prouver pour permettre de recréer des liens entre les fractures. C'est Pierre, je crois tout à l'heure, qui parlait de ces fractures-là. Et je me dis qu'on a encore des choses à créer là-dessus pour faire en sorte que le mouvement qu'on est en train de créer, je ne sais pas quelle forme il prendra. Francis a raison, il faut qu'on le construise, il faut qu'on le nomme. Et en même temps, si on veut faire en sorte que ce mouvement il réussisse son coup, il faut qu'il rassemble tout le monde. Oui, Francis a raison quand il dit qu'il faut qu'on nomme les choses. Mais je pense que c'est important aussi qu'on les fasse, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, les gens entendent beaucoup de mots, entendent beaucoup de discours, et ce qui manque, ce qui peut créer l'espoir justement, ce qui peut faire sortir les gens du désespoir, comme disait Clémentine Autain, c'est qu'on arrive à démontrer qu'on est en mesure de gouverner, de changer les choses concrètement pour leur vie quotidienne. Parce que c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Et tant qu'on n'est pas en mesure, d'une certaine manière, de faire un début de démonstration, on restera entre nous. Parce qu'on est entre nous, là. Enfin, c'est bien, on a raison de réfléchir à la méthode. On a raison d'essayer de faire de la politique autrement, mais on ne pourra le faire réellement si on va chercher les gens. Et si on ne peut pas simplement aller les chercher, il faut aussi, il faut d'abord les écouter, d'abord être à l'écoute des luttes quotidiennes, parfois, souvent d'ailleurs, des minuscules petites luttes de quartier, d'entreprise, même parfois dans des associations qui nourrissent aujourd'hui la révolte et les questionnements qui sont aujourd'hui dans la population. Et si on ne va pas chercher cette réalité sociale concrète, de toute façon, notre nouvelle méthode, elle tournera à vide, parce qu'on restera entre nous. Et je crois que Chantier d'Espoir, effectivement, dans Chantier d'Espoir, je ne parlerai pas de l'espoir, parce que c'est tout, c'est ce qu'on cherche, mais c'est surtout chantier, c'est ce qu'il y a à construire, c'est l'idée que ça ne nous tombera pas tout cru, j'allais dire, et qu'il y a aussi énormément de contraintes. Heureusement, on a vu avec Syriza, avec Podemos, surtout avec Syriza pour l'instant, qu'on peut faire de la politique autrement, et on n'est pas obligé d'accepter les règles que nous imposent les dirigeants de ce monde, les grandes entreprises et la Troïka. Donc ça, c'est un premier élément. Après, on sait bien que ça ne suffira pas de dire non. Il faut qu'on soit en mesure aussi d'arriver à élaborer un discours, un programme, et à répondre à une situation en France qui est assez dramatique, parce qu'effectivement en France, il y a la misère, il y a la crise, mais il y a aussi le Front National, il y a les fractures de la société, il y a la montée du racisme. Des interventions qui ont été très riches. Je pense qu'on peut vraiment saluer cette première initiative et cette discussion. On commence un processus, a dit Caroline, on commence à construire des réponses ensemble. Il faut nommer les choses, nommer notre ambition politique. On a parlé ensemble de beaucoup de l'état de la société. J'ai entendu l'idée de fracture qu'a donnée Pierre, évidemment des politiques d'austérité aujourd'hui qui échouent, de l'échec de la politique gouvernementale à dire Rafik, des difficultés énormes de ce mal qui devient endémique, qui est le chômage. Malika en a parlé, du vote qu'on nous a volé, et de cette colère qui existe évidemment partout dans la société, mais en particulier dans des territoires qui ont été exclus. Laurent en a parlé. On a parlé aussi de nos objectifs politiques durant cette première discussion. J'ai entendu l'idée d'un nouveau mode de développement, de repenser l'emploi, la croissance, et le lien entre l'emploi et la croissance pour repenser le progrès. C'est ce qu'a dit Jacques et Jacques d'ailleurs, puisqu'il y a deux Jacques qui sont intervenus là-dessus. L'idée aussi de repenser la gauche, de redéfinir ce qu'on voulait dire par le beau mot de gauche, de fédérer la société, a dit Clémentine. Nos objectifs, c'est aussi un projet culturel en rupture avec la concurrence, a dit Francis, reprendre le pouvoir, comme l'a dit Caroline, permettre de reconstruire de la politique, a dit Laurent, de réhabiliter la politique à son sens premier, c'est-à-dire de reprendre en main notre destin, comme viennent de le faire les Grecs. On a parlé aussi des points d'appui pour construire ces objectifs politiques. Ces points d'appui, c'est peut-être le mouvement, ces marches